ravi d'être avec vous aujourd'hui sur Big. Je suis Emmanuel Denoulet, donc investisseur chez BPI France. Je suis vraiment ravi de vous accueillir donc sur cette table ronde destinée à vous exposer en quoi la gouvernance et la stratégie en fait sont des fabuleux facteurs de croissance et de pérennité pour les entreprises familiales. Pour illustrer le propos, j'ai invité aujourd'hui un spécialiste du sujet des entreprises familiales, le cabinet Family Co, dans la personne de Pierre-Emmanuel Costeux qui va se présenter. Ce cabinet est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises familiales et des actionnaires familiaux. Aujourd'hui, il va être question de comprendre pourquoi, en quoi la gouvernance et la stratégie peuvent favoriser cette croissance et cette pérennité. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Emmanuel, merci, ravi d'être là parmi vous. Emmanuel, est-ce que tu peux éventuellement remettre la presse un peu plus en grand là, tu sais, juste là. Comme l'a dit Emmanuel, je dirige le cabinet Family Co, spécialisé dans l'accompagnement des actionnaires et des entreprises familiales depuis 20 ans. Et on nous appelle notamment pour aider à la structuration de la gouvernance d'une famille, aider à faire émerger une nouvelle génération et faire émerger préparer la transmission. Il faudrait que tu cliques là-dessus comme écran principal pour qu'ils aient en bas à gauche là, le jaune. Non, celui-là. Pour qu'ils aient celui-là en. Voilà, super. Ouais. Pardon, on joue avec la technique, mais c'est bon là, on y est arrivé. On est opérationnel. On intervient aussi pour améliorer la cohésion et l'entente familiale, et puis pour organiser l'actionnariat et la détention du capital. Donc on va parler aujourd'hui de gouvernance et de stratégie, en commençant par une petite statistique qui était sortie dans une étude de BPI France du Lab en 2016, qui dit que un patron de PME ou de TI sur 4 s'estime, et seulement 1 sur 4, s'estime entouré ou suffisamment entouré dans sa réflexion comme dans ses prises de décision stratégiques. Donc on est vraiment au cœur du sujet d'être capable de faire fonctionner à la fois la gouvernance de l'actionnaire et de conduire ou d'accompagner la stratégie de l'entreprise. En introduction, 3 choses à retenir. Une gouvernance, pour qu'elle soit utile et pertinente, il faut qu'elle fonctionne dans un cadre explicite avec des missions et des responsabilités claires. On va voir un peu plus loin ce que ça veut dire concrètement. Il faut constamment veiller à son bon fonctionnement. Donc, y passer du temps. Y passer du temps pour faire les bons recrutements dans la gouvernance, mettre en place des rituels, une routine de fonctionnement, former les gouvernants, etc. Et puis, il faut savoir qu'une gouvernance, ce n'est qu'un moyen. C'est un moyen au service d'un projet clair, d'un projet défini. Et on va, là aussi, y revenir dans le déroulé de la présentation. Pourquoi est-ce que c'est important, en particulier dans une entreprise familiale ? Je vous ai mis à l'écran un petit dessin qu'on aime bien utiliser quand on accompagne nos familles, etc., qui illustre ce qu'est une entreprise familiale. Une entreprise familiale, elle rassemble une diversité de profils, d'implications, d'attentes, entre des dirigeants qui peuvent être familiaux comme non familiaux, entre des gouvernants, entre, là aussi qui peuvent être familiaux ou non familiaux, entre des actionnaires plus ou moins actifs, parfois un peu passifs, entre des jeunes, des moins jeunes, des professions éloignées. Vous avez dans le dessin, par exemple, une profession médicale. Il est dans les entreprises familiales courant d'avoir des actionnaires, des gouvernants qui ne sont pas forcément familiers avec le business au sens entreprise du terme. Voilà. Et pourtant, il faut que cette diversité arrive à fonctionner ensemble et à servir le projet collectif et à servir la gouvernance, etc. Donc, c'est pour ça que c'est particulièrement sensible dans les entreprises familiales. Ce qu'on va voir ensemble pendant le temps qu'on va passer, on va voir d'abord justement pourquoi la gouvernance est importante, en particulier dans l'entreprise familiale. On va voir comment est-ce qu'on peut faire progresser sa gouvernance en continu. Comment est-ce que continuellement on peut s'interroger sur la bonne gouvernance. Et on va voir ensuite, étage par étage, comment tout ça s'articule depuis la famille, en passant par l'actionnaire et jusqu'à la stratégie de l'entreprise. Voilà le programme que je vous propose. N'hésitez pas tout au long de
de l'échange à nous poser des questions via le chat, que ce soit Emmanuel ou moi. Bah, on a les questions en direct et on peut y répondre au fil de l'eau ou bien prendre un temps à la fin de mon propos pour y répondre. Il faut comprendre d'abord que dans une entreprise familiale, on a un actionnariat qui est vivant. Il évolue avec le temps. En génération 1, alors à l'écran c'est tout petit, mais je vais vous expliciter. Quand on est en première génération, ce qu'on appelle la génération fondatrice, on a un peu cette dimension solitaire, héroïque, le fondateur, la fondatrice, etc. Et puis au fil des générations, la famille se complexifie. Comment dire, le les cercles entre la famille, l'actionnariat, l'entreprise se disjoignent petit à petit et à tous ces moments-là, la gouvernance est utile et nécessaire. Un fondateur seul, c'est quelqu'un qui a besoin de challenge. Une famille qui commence à prendre la suite du fondateur, elle a besoin d'être accompagnée. Et plus les générations se succèdent, plus le besoin de professionnalisme, le besoin de clarification des différents étages de gouvernance se fait sentir. Donc la gouvernance, en particulier dans l'entreprise familiale, parce qu'il y a trois mondes à faire vivre ensemble, le monde familial, le monde actionnarial et le monde de l'entreprise, est particulièrement importante. Deuxième point sur lequel je voulais insister pour bien comprendre l'enjeu de la gouvernance, c'est que on a des sujets différents à traiter. On a des sujets, quand on parle de la famille, des sujets d'entente, des sujets patrimoniaux, des sujets de répartition des actifs et des moyens. Mais on a aussi des sujets très business, parce que la famille possède une entreprise qui est dans tel domaine d'activité et qui a des décisions stratégiques, des investissements, etc. Et tous ces sujets-là doivent être traités au bon endroit, avec les bonnes compétences, que ce soit les compétences familiales comme des compétences extérieures. Euh, et puis parfois aussi, les familles ont des actionnaires minoritaires, très souvent des cadres ou des salariés, parfois des actionnaires financiers minoritaires, etc., notamment quand il a fallu financer une transmission, etc. Euh, et il faut aussi que la gouvernance permette de collaborer, de dialoguer, d'évoluer avec d'autres actionnaires. Donc, au sein des entreprises familiales, il y a des enjeux spécifiques de bonne gouvernance, sans jamais oublier que cette gouvernance, elle n'est qu'au service, encore une fois, d'un projet. J'y reviendrai tout à l'heure. Un, un petit zoom sur les péchés mignons des entreprises familiales. Les péchés mignons des entreprises familiales, c'est beaucoup, parfois, la pensée unique. Un conseil de surveillance où il n'y a que des familiaux. Un conseil de surveillance qui se réunit que très occasionnellement, en marge de l'AG, bon, etc. Et donc une dimension parfois de ressentir la gouvernance comme plus un formalisme que quelque chose d'utile. Il faut sans arrêt battre quelque part en brèche ces a priori pour considérer que la gouvernance est d'autant plus utile dans une famille qui a besoin d'éclairage extérieur, qui a besoin d'experts de confiance qui ne sont pas un cousin ou un frère ou une sœur, etc. Alors comment on fait ça concrètement? Comment est-ce qu'on met en place, entre guillemets, une bonne gouvernance au service de la pérennité de la croissance, comme tu le disais tout à l'heure, Emmanuel? D'abord, on met en place un cadre. C'est la première chose. On met en place un cadre dans lequel on fixe des moments, des calendriers. On professionnalise la structure de gouvernance. On professionnalise aussi au sein de chaque organe. C'est très important de définir le bon niveau de challenge, le bon niveau de remise en cause, de sortir de ce qu'on appelle très souvent, et qui est un mot assez à la mode, de biais cognitifs qui sont naturels. C'est-à-dire quelqu'un propose
le dirigeant familial, par exemple, propose quelque chose, et sa gouvernance va surtout servir de confirmation, ce qu'on appelle le biais de confirmation, en disant OK, ça nous semble une bonne idée, etc. Donc il faut être capable d'aller contre ça, d'explorer le non avant de dire oui, etc. Il faut être capable d'ouvrir à l'extérieur. Il faut aussi être capable de ne pas toujours avoir tout le monde autour de la table. Je vous donne un exemple. Quand vous avez un conseil de surveillance, c'est que vous invitez le comité de direction pour qu'il vienne vous présenter un projet. Il faut être capable à un moment de dire au comité de direction, j'ai entendu ce que vous nous proposiez, on va vous demander s'il vous plaît de sortir et on va en discuter d'abord entre surveillants sans nécessairement la présence du codir. Ça aussi, c'est des moments où il faut être capable de créer ce cadre-là pour que la gouvernance soit le plus efficace possible. Deuxième point qui est très important, il faut la bonne composition des différents étages de gouvernance. Il faut réfléchir en termes de compétences. De quoi est-ce que l'entreprise familiale a besoin pour que la gouvernance soit pertinente? Vous êtes dans une entreprise, par exemple, où il y a beaucoup de recherche et développement. Est-ce qu'au sein du conseil de surveillance, on a un spécialiste de la recherche? Vous êtes dans une entreprise familiale qui a besoin de financer des grands projets d'investissement, etc. Est-ce qu'on a le bon partenaire BPI France? Petit clin d'œil à Emmanuel. Est-ce qu'on a le bon expert financier pour aider à penser la bonne structuration financière de cette croissance, de ces investissements, etc. Et donc, il faut être capable d'associer des familiaux, dont certains auront peut-être une partie de ces compétences-là, d'associer des indépendants, etc., pour avoir le bon panel au sein de la gouvernance. Et ne pas oublier, il faut que ce panel fonctionne ensemble. Hein. Donc il faut aussi, quand on fait venir des compétences au sein du collectif de gouvernants, penser à ce que le collectif arrive à travailler ensemble. C'est pas tout d'avoir les bons experts, il faut que ces experts collaborent et travaillent ensemble. Et dernier point sur cette composition, il faut aussi que ça évolue dans le temps. Il ne faut pas penser un indépendant comme quelqu'un qui va être là pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Il faut être capable aussi de renouveler la composition de la gouvernance. Dernier point, enfin avant-dernier point, pardon, sur comment ça fonctionne, il faut penser à la formation aussi. À la fois globalement et spécifiquement. Je m'explique. Globalement, il faut que tout le monde ait une certaine culture de ce que c'est qu'être un administrateur. Il y a des formations qui existent là-dessus, sur les bonnes compétences pour être un bon administrateur. Il faut aussi penser à des formations globales sur le fonctionnement d'un collectif, sur la prise de décision et la discussion en collectif, etc. Et puis, il faut des formations spécifiques propres à l'entreprise. Vous voulez développer l'entreprise aux États-Unis, est-ce que vous avez une bonne connaissance, est-ce que la gouvernance a une bonne connaissance du marché américain propre à l'entreprise? Vous voulez investir dans un nouveau centre de recherche, est-ce que vous avez un niveau de connaissance suffisant sur les problématiques de recherche, les problématiques de propriété intellectuelle, etc., etc. Voilà. Et puis, il y a aussi des choses à organiser. Vous avez une nouvelle génération qui arrive à la gouvernance. Formez-la aux problématiques spécifiques de l'entreprise. Moi, j'ai en tête des familles qui, par exemple, avant chaque conseil de surveillance, organisent des visites d'usines à travers le monde pour les jeunes générations en disant bah, on va faire le conseil de surveillance, je dis n'importe quoi, en Irlande. Et la veille du conseil de surveillance, la jeune génération vient visiter l'usine d'Irlande, discute avec le patron de l'usine, discute avec les responsables du pays, etc., etc. Donc, ce que les anglo-saxons appellent des learning expeditions, ça fait plus chic, mais c'est une réalité du bon fonctionnement de la gouvernance. Cette fois-ci, dernier point, une gouvernance, ça s'évalue tous les ans. À la fois individuellement et collectivement. Est-ce que le collectif fonctionne? Est-ce que chacun contribue? De quelle manière? Quels sont les points de progrès? Comment est-ce qu'on peut renforcer le collectif? Comment est-ce qu'on peut faire rentrer de nouvelles compétences, etc., etc. Ça, c'est aussi le signe d'une gouvernance qui vit, qui se remet en question et qui avance. Une gouvernance, ça s'articule. Je l'ai dit plus tôt. Je l'ai dit plus tôt. Il y a plusieurs sujets. La famille,
l'actionnaire, l'entreprise. Et donc, à chaque sujet, quelque part, son étage de gouvernance. Vous avez un petit schéma simplifié de ces 3 étages-là, avec ce qu'on peut appeler une superstructure familiale. Ça peut être un conseil de famille, ça peut être une société de détention, société civile, association familiale, etc. Cet étage-là, il sert avant tout à la cohésion familiale et actionnariale. Il sert au professionnalisme de la famille. Il porte la vision de long terme. Il définit ce que la famille veut porter comme position et comme vision du monde. Je vais y revenir juste après. Vous avez un deuxième étage qui est l'étage de la possession, donc de l'actionnaire, l'étage de la holding, qui à un moment va piloter stratégiquement l'ensemble du projet. Vous êtes une PME avec une seule activité, entre guillemets, très bien. C'est la holding va définir la vision de l'actionnaire pour cette activité. Vous êtes un groupe avec plusieurs entreprises, un groupe familial avec plusieurs entreprises dessous. Cet étage-là va définir l'allocation des ressources entre les différentes entreprises, la transmission des tendances et des intentions de l'actionnaire, etc. Et puis en dessous, vous avez l'étage des sociétés opérationnelles. C'est là que se vit le business, la stratégie business, etc. Et une partie des actionnaires sont représentés dans cet étage-là. Mais c'est là que se décide la stratégie et qu'elle s'exécute. Voilà. Voilà les 3 niveaux qu'on va un peu explorer ensemble. Le premier niveau, pardon, il passe par ce qu'on appelle communément, ça peut prendre plein d'autres termes, mais le conseil de famille. Le conseil de famille, c'est le catalyseur de la pensée actionnariale. Il sert à plein de choses. Il sert à défendre et expliquer l'identité de la famille. Moi, famille Tartampion, je souhaite que mes business portent telle valeur, portent telle vision, contribuent de telle manière économiquement et sociétalement, etc. C'est aussi le lieu où on anime la famille, on se réunit, on travaille le projet commun, on écrit une charte familiale, etc. On fait le lien avec les étages en dessous, avec les autres organes de gouvernance. C'est le lieu où on anime l'affectio, à la fois familiale, l'entente familiale, et l'affectio societatis, le lien entre la famille et ses business. C'est le lieu, enfin, où on veille au parcours de chacun. Dans une famille, il y a plusieurs personnes. Tout le monde ne sera pas dirigeant, tout le monde ne sera pas opérationnel, tout le monde ne sera pas forcément gouvernant. Comment est-ce que chacun trouve sa place? Comment est-ce que chacun trouve un rôle? Ok. Et donc, l'objectif ou les objectifs du conseil de famille, c'est de prendre en compte les attentes de chacun, qu'elles soient financières ou non financières. C'est d'établir un lien permanent entre la famille et les sociétés, et les business ou le business. C'est l'interaction entre la famille et le business. C'est de veiller au respect et à la remise en question du projet familial. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Et c'est enfin un organe clé pour structurer le rôle de la famille à long terme, pour professionnaliser la famille dans son rôle d'actionnaire et dans son rôle de porteur des entreprises qu'elle détient. Donc, si je comprends bien, sur ce lien famille-société, ça passe par le conseil de surveillance. Ça passe par le conseil de famille. Le conseil de surveillance, on va y venir juste après. Le conseil de famille, c'est vraiment l'organe de la famille. On parle un peu de business, mais on parle surtout de famille. Et le conseil de surveillance, en fait, j'y viens juste après en disant, voilà, le conseil de famille, comment il se place par rapport aux autres instances? Il est différent de l'Assemblée générale. Souvent, on a des entreprises familiales qui ont une AG annuelle et qui en profitent pour faire une petite réunion familiale au moment de l'AG. L'AG, c'est un moment qui est intermittent. Il a lieu une fois par an. Il y a beaucoup de formalisme. Il faut décider de la distribution des dividendes, il faut, etc., etc. Le conseil de famille, il a pour rôle d'être un organe régulier. On écoute, on réfléchit, on débat. En AG, on débat pas. En AG, on décide. C'est ça le rôle de l'AG. Le conseil de surveillance ou le conseil de la holding, on l'appelle comme on veut, il est là pour décider et transmettre quelque part ses consignes
aux entreprises ou à l'entreprise qui est en dessous. Là où le conseil de famille, il va transmettre les tendances, les intentions familiales. OK? Et on m'interroge souvent en disant, mais nous, on n'est que 3 ou 4, est-ce qu'un conseil de famille, ça sert? Ça remplace le poulet du dimanche. Le poulet du dimanche, c'est un conseil de famille qui ne dit pas son nom. Le poulet du dimanche, c'est pour être en famille, pour jouer avec les enfants, pour passer un bon moment. Le conseil de famille, c'est le moment où on parle des affaires familiales. D'accord? Et quand on creuse et qu'on descend dans le détail des rôles principaux de chaque instance, on comprend en fait chaque organe. Là, sur l'écran, je vous l'ai mis dans l'autre sens, pour partir de l'opérationnel. En, en bas, entre guillemets, dans le business, vous avez le comité de direction. Comité de direction, tout le monde comprend. Son rôle, c'est de diriger la boîte. Il pilote opérationnellement le groupe, il suit l'activité, il suit les business units s'il y en a, il suit, etc. Il met en œuvre la stratégie. Il la propose et il la met en œuvre. Le conseil de surveillance, lui, il fait le point avec le comité de direction. Il challenge. Il arbitre sur les investissements majeurs. Il revoit le plan stratégique. Il gère les risques, la RSE, etc. etc. Le conseil de famille, je remonte petit à petit, lui, il transmet les tendances. Il dit, OK, j'ai des surveillants qui sont au conseil de surveillance, qui rapportent aux membres de la famille ce qui se passe dans le groupe. Et donc, on envoie un message. On dit, on est d'accord avec ça. Ou on voudrait que vous insistiez plus là-dessus. On voudrait que votre investissement, il privilégie d'autres options. On suit évidemment les autres sujets, les sujets patrimoniaux, la rémunération des actionnaires, la rémunération de la famille. On suit aussi le parcours actionnarial de la nouvelle génération, de ceux qui ne sont pas dans l'entreprise, etc. Alors, je vois sur le chat, et je profite pour saisir la balle au bon, un commentaire qui dit que mon entreprise est une TPE, donc une petite entreprise. Vous n'êtes évidemment pas obligé, en fonction de la taille d'entreprise, d'avoir tous ces organes-là. En revanche, vous êtes obligé de traiter tous ces sujets-là. Si vous êtes associé dans le cas de votre TPE avec votre mari ou votre conjoint, ou etc., ou que vous avez des enfants qui commencent à grandir, etc., il va falloir trouver des moments pour traiter les sujets familiaux. Si vous avez des décisions stratégiques à prendre relatives à votre TPE, il faut que vous trouviez un ou deux interlocuteurs indépendants quelque part qui vont vous aider à confronter ces idées, ces intentions, etc. Et puis, il faut évidemment que vous pilotiez vos collaborateurs et que vous décidiez avec eux de la conduite de l'entreprise. Donc, même au stade de la TPE, ces 3 étages-là s'appliquent. Je pense qu'il y a un commentaire qu'on peut faire, c'est que dans les grandes familles entreprenantes qui réussissent, euh, aucune société n'est créée sans conseil d'administration, sans conseil de surveillance, sans organe d'accompagnement. Ça brise la solitude du dirigeant et ça lui permet de se rendre compte quand il rend des comptes. Et ça, c'est très très important. Donc, qu'on soit une TPE ou une grande entreprise, la gouvernance, c'est pas une option, c'est une obligation. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Tu as tout à fait raison, Emmanuel, merci. J'avais fait un dernier zoom sur justement ce qu'on appelle la dualité de la gouvernance quand on veut faire chic, c'est-à-dire entre l'organe de direction, le comité de direction, le directoire, la direction générale, peu importe, et l'organe de contrôle, conseil d'administration, conseil de surveillance, suivant que vous êtes en SA, en SAS, peu importe, etc. Cette dualité, elle est fondamentale dans le bon fonctionnement d'une entreprise. Un dirigeant qui décide seul, c'est un dirigeant qui régulièrement peut souffrir de cette solitude-là et qui a besoin de challenge, qui a besoin aussi de se confronter. Certains, ils veulent le faire naturellement. Nous, avec le 20 ans de recul d'accompagnement d'entreprise familiale,
on insiste sur le fait qu'il faut professionnaliser ce challenge-là. Il faut le structurer, il faut trouver les bons indépendants ou les bonnes personnes qui vont vous aider à challenger ce que vous faites, à challenger les décisions que vous prenez et à vous interroger sur est-ce que c'est le bon schéma? Est-ce que c'est la bonne décision d'investissement? Est-ce que c'est la bonne priorité? OK? Pour conclure, s'il nous reste 15 minutes et On va garder un temps pour les ouais, questions. on laisse un temps pour les questions. Je vous ai dit au début, et je veux finir là-dessus, une gouvernance, c'est un moyen. C'est un moyen au service de quelque chose. La gouvernance, elle ne sert à rien. Ou elle tournera un peu à vide si vous ne l'utilisez pas au service d'un projet qui est clair et qui est clairement défini. Nous, un projet familial, on le définit autour de 4 questions clés. Qui, pourquoi, quoi, comment. Et la gouvernance, elle est dans le comment. C'est-à-dire qu'il y a 3 questions avant. La première des questions, c'est qui? Quelle famille est-ce que nous sommes? Qui fait partie de ce projet-là? Qui veut rester dans le temps? Qui veut être actif dans ce projet? La deuxième question, c'est le pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on est à la tête d'une entreprise qui fait des semences agricoles? Peu importe. À quoi ça sert tout ce qu'on va faire là? Est-ce que si on est dans les semences agricoles, pour rester cet exemple-là, est-ce qu'on veut faire que ça ou est-ce que on a envie de faire d'autres choses? Voilà. Vient derrière la question du quoi. Effectivement, quels sont les business? Quelle ambition on porte? Quelle, euh, quelle vision nous avons pour les 10 à 15 ans qui viennent de nos business ou des entreprises dont on s'occupe? Et après seulement, comment est-ce qu'on pilote ce projet? Comment est-ce qu'on le gouverne? Comment est-ce qu'on le dirige? Qui fait quoi? Dans la famille, pas dans la famille? Qui est dirigeant? Qui est-ce qui est au conseil de surveillance? Qui est-ce qui est au conseil de famille, etc. Donc c'est vraiment dans cet ordre-là qu'il faut prendre les choses. Et je voulais vous laisser avec une phrase que j'aime bien, qu'un de nos clients dit régulièrement. Le rôle d'une gouvernance, c'est d'anticiper le plus possible. Pourquoi faire? Pour improviser le mieux possible. On ne peut pas tout prévoir. On n'y arrivera jamais. En revanche, si on est clair sur le projet, si on est clair sur comment est-ce qu'on décide, comment est-ce qu'on challenge, quand il y a de l'imprévu qui arrive, on sait comment le traiter, on sait comment arbitrer, on sait comment prendre des décisions. Quand le Covid est arrivé, par exemple, personne ne l'avait prévu, ça. Et c'est normal. En revanche, il y a deux manières de réagir. Soit on est bloqué, parce que du coup, on est en attente et qu'on ne sait pas comment répondre à tout ça. Soit on est très clair sur les fondamentaux, on est très clair sur comment est-ce que on s'adapte à cette situation-là, et on est très clair sur qui va décider quoi en fonction de la situation, et auquel cas, on est même capable de passer une crise comme celle-là. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. J'ai vu qu'il y avait une question. Il y a déjà une question très intéressante, effectivement. Que fait-on quand un actionnaire, également opérationnel dans la société, pas forcément dirigeant, sous-performe? Ok. Alors, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Anticiper le plus possible pour improviser le mieux possible. La question des ressources humaines familiales est une question qui est fondamentale et que la gouvernance doit traiter tout le temps. Quand un familial opérationnel, par définition, c'est une ressource rare. C'est une ressource rare parce que tout le monde ne peut pas être opérationnel, tout le monde n'en a pas envie. Donc c'est rare par le nombre, c'est rare par l'engagement et c'est rare parce que ce familial va porter dans l'entreprise. Il est le garant de la famille, de l'image de la famille dans l'entreprise, etc. Donc quand vous nommez
un familial opérationnel d'entreprise, il faut prévoir les conditions de son engagement. Mais il faut aussi prévoir les conditions de sortie. Ça, c'est très important. C'est très important parce que un familial qui a été opérationnel pendant 5 ans ou 10 ans, même s'il est performant, j'ai bien vu que la question était liée à sa sous-performance, mais même s'il est performant, il peut avoir le droit, au bout de 5 ans ou 10 ans, de dire OK, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de faire autre chose. Et donc, il faut lui laisser cette possibilité-là. Il ne faut pas qu'il soit opérationnel à vie. Quand il sous-performe, c'est encore plus difficile. Nous, ce qu'on préconise souvent dans les familles, c'est d'avoir un référent familial qui ne soit pas de la famille. Avoir quelqu'un qui puisse être l'interlocuteur des familiaux opérationnels dans leurs questions au quotidien dans l'entreprise. Et ce référent familial, il rend compte ensuite au conseil de famille. Et donc, quand il y a un familial qui sous-performe, on envoie ce référent familial, en général qui est plutôt spécialiste des ressources humaines, et qui va dialoguer de manière indépendante avec le familial en question pour l'aider à prendre conscience de sa performance, l'aider à prendre conscience, dans le cas présent, de sa sous-performance, et pour justement amener un dialogue petit à petit autour de cette sous-performance. Voilà comment nous, on prendrait le sujet. Je peux peut-être ajouter que... Je t'en prie. En fait, la gouvernance et la stratégie, c'est deux mots un peu complexes pour dire que, d'une part, la stratégie, c'est le projet de la famille et de l'entreprise, et que la gouvernance, c'est la manière dont se prennent les décisions, s'organisent. Donc, si à un moment, c'est mis en place, ça permet d'objectiver le débat et de dépassionner les difficultés qu'on peut rencontrer effectivement quand il y a un membre de la famille qui je dirais, la source d'une sous-performance. Et pour faire le lien peut-être avec une autre question qui est posée, donc quel genre d'exemple il existe en gouvernance, les gouvernances en fait qui sont mises en place font des miracles. Moi, j'ai travaillé pour une grande famille entrepreneuriale française et la racine de leur succès, clairement, c'est, je dirais, la structuration de la gouvernance et l'exercice stratégique qu'ils ont réalisé derrière. Et c'est ce qui permet de grandir. Parce que si on ne sait pas où on va et si on ne sait pas comment on prend les décisions, on n'avance pas. Donc, il y a des modèles, effectivement, et c'est le job, d'ailleurs, de Famille Co de montrer, en fait, comment cela se construit, comment cela s'organise. Et voilà, les entreprises qui ont franchi des caps, qui ont grandi, elles l'ont fait généralement avec ces outils. Et si on n'a pas ces outils, on n'y arrive pas. Et ça permet de... je rebondis encore sur une autre question, sur le lien avec la transmission, et je te repasse la parole, Pierre-Emmanuel. Je pense qu'à la racine de tout, il y a cette stratégie, il y a cette gouvernance, qui sont indissociables quelque part, parce qu'encore une fois, c'est le projet et comment on le conduit. Et c'est nécessaire pour organiser la transmission, parce que s'il n'y a pas ça, en fait, ça ne marche pas. Et c'est là qu'on envisage en fait les scénarios, comme tu disais tout à l'heure, en cas de sous-performance, mais en cas de malheur, en cas de disparition, bah, c'est qui reprend la suite si jamais il arrive malheur, c'est quoi le plan de continuation. Et c'est surtout, on se projette, et c'est l'avantage des entreprises familiales, elles se projettent à long terme. Et si on veut durer à travers les générations, il faut se poser des questions. Et on a sorti une étude d'ailleurs que je vous invite à aller voir, avec notre lab sur la transmission des entreprises familiales, qui montre bien qu'en France, on a un sujet avec ça, c'est pas préparé du tout, et que ça prend du temps, en général 10 ans, mais que si c'est fait, ça se fait bien, ça se passe bien. On a un taux de transmission très faible en France. À peine une ou deux entreprises familiales se transmettent à la génération d'après. C'est un drame pour notre économie, parce que moins de transmission, c'est moins d'entreprises, donc c'est une économie moins forte. Donc on encourage vraiment cela, et la racine de ça, je pense qu'on y revient, c'est la gouvernance et la stratégie. Si on n'a pas ça,
on n'arrive pas à construire cette transmission. Oui, merci Emmanuel, je partage totalement. J'en profite là pour prendre les deux questions sur les jeunes générations, comment est-ce qu'on les implique de manière sereine et comment du coup on prépare la transmission. Ça. Alors, je vais dire plusieurs choses. D'abord, une chose très concrète. Je pense que les enfants, au moins pendant un temps, il faut leur fiche la paix. Donc, avant 14-15 ans, et encore, il faut les laisser tranquilles. À partir de 15-16 ans, vous pouvez commencer à leur faire visiter l'entreprise, à faire les intéresser, à leur faire des stages, ou etc. Quand ils ont 18 ans, là, on peut commencer à parler un peu des choses sérieuses. La première des choses à faire, c'est qu'il faut les interroger. Alors, nous, on fait ça très souvent. Il vaut mieux souvent faire appel à un tiers extérieur plutôt que le père interroge son fils ou que la mère interroge sa fille ou peu importe, ou l'inverse, que le père interroge sa fille et la mère interroge son fils, peu importe là-dessus. Mais vous pouvez déjà faire des choses sans forcément faire appel à un externe. Je reviens au conseil de famille, au conseil de surveillance, vous pouvez créer des postes d'observateurs dans ces structures de gouvernance-là. Dire aux jeunes, ben voilà, il y a un siège là, vous venez observer, commencer à découvrir. Et puis, 1 ou 2 ans, 2 ou 3 ans après, il faut leur demander ce qu'ils en pensent. Est-ce que ça les intéresse? Avec la liberté de pouvoir dire non. Hein. Il ne faut pas que ce soit une obligation. Il faut laisser les jeunes avoir envie de ça. Et plus vous les préparerez, plus ils auront envie aussi, parce que plus ils auront le sentiment de faire du chemin. Je fais le lien avec la transmission d'un dirigeant. La gouvernance, elle sert bien évidemment à piloter ça. Le conseil de famille, il sert à se dire, voilà, on a un dirigeant qui a 58, 59 ans, peu importe. On sait que dans 3, 4 ans, sa succession, ça va devenir un sujet. Donc, est-ce que dans la famille, on a des gens qui ont potentiellement et l'envie et le talent pour faire? Oui, non. Les deux, hein, j'insiste. L'envie, le talent. Oui, ok. Comment est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce qu'on fait monter petit à petit les jeunes à bord? Non, il n'y a pas d'envie, c'est pas grave. On a plein d'entreprises familiales qui sont dirigées par des non familiaux. Ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 15 ans. C'est pas grave. C'est-à-dire que la famille doit pour le coup se préparer à elle, à accompagner, piloter, challenger un dirigeant non familial. Et il faut évidemment ensuite préparer la transition entre le dirigeant familial et le dirigeant non familial. Ça. Je viens à la dernière question que j'ai vue en bas, qui est de dire, est-ce qu'il y a des exemples de gouvernance familiale efficiente? Des exemples, il y en a plein. Vous citez là, la personne là cite les Mulliers. C'est un exemple, mais c'est l'exemple de la famille Mullier. Point. Peu importe. La famille Tartampion, ou vous, monsieur, la famille. Alors c'est écrit tout petit, je lis Ducan ou Ducam, peu importe. Vous êtes particulier. C'est pas parce que la famille Mullier a mis en place un schéma qui est propre à leur famille, sur lequel ils ont beaucoup travaillé, sur lequel on les a aussi aidés, etc., que ce schéma-là doit s'appliquer à d'autres. Ça doit vous inspirer, ça doit vous éclairer, mais ça doit aussi vous permettre de vous déterminer par rapport à ça. Et je remercie là à monsieur l'école sur le mot de la fin, qui me semble très important. Le principe d'une bonne gouvernance, c'est de parler, de communiquer. C'est à ça qu'elle doit servir avant tout. Dans les familles que nous accompagnons, il y a au départ trop de non-dits, de mots qui ne sont pas évoqués, etc. Parler des choses pour susciter des envies ou pour susciter des réponses ou des abandons clairs. Nous arrivons au terme de ça. Emmanuel, je te laisse le mot de la fin. Absolument, merci Pierre-Emmanuel. Donc, on est ravis de poursuivre notre échange naturellement. Vous pouvez nous trouver sur LinkedIn, vous pouvez retrouver le replay. Vous pouvez également trouver l'étude sur les entreprises familiales qui vient de sortir. En résumé, hein, il n'est jamais trop tôt pour mettre en place une bonne gouvernance et une stratégie, hein, si j'ai bien compris. Et c'est vraiment un moteur de croissance et de pérennité. Donc la transmission, in fine, réussie passe par là. Et
ce qui est important, c'est avant tout du bon sens. Donc, comme le disait Pierre-Emmanuel à l'instant, 90% du métier que tu fais, c'est du psycho. C'est du psychologique. C'est du business psychologique. Bon, on est ravis de vous avoir eu en tout cas et on vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.